Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très très content de vous retrouver. Vous le sentez, ce doux parfum d'Italie, il est là, J-3 avant le départ du Giro d'Italia. Et oui, ce vendredi s'élancera le Giro depuis l'Albanie. On a déjà fait 2 previews, on a parlé des étapes clés, on a parlé des favoris. Aujourd'hui, on va parler des coureurs qui vont briller, ces coureurs qui potentiellement en marge du classement général, que ce soit dans les échappées, au sprint, dans les chronos, tout simplement parce qu'ils sont super forts. On va les voir non-stop pendant ces 3 semaines de course. Ils vont aller nous chercher des étapes, des maillots cyclamen, pourquoi pas du maillot rose pendant un petit temps du Giro. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de ceux qu'on imagine voir vraiment briller, voir tout rafler sur ce Giro. Et pour en parler avec moi, j'ai 2 spécialistes. Bah écoutez, j'ai la rédac au complet avec moi ce soir, donc c'est cool, ils vont pouvoir un petit peu nous en parler. Et tout d'abord, celui qu'on n'avait pas trop entendu depuis un petit moment, il fait son retour ce soir, c'est Matt. Comment ça va, Matt ? Salut Titien, ça va nickel. Bonjour à tous aussi. Grosse période de mémoire, donc j'en profite avoir une petite pensée à tous les étudiants qui sont avec leur partiel, leur mémoire. Mais là, ce petit parfum d'Italie qui vient m'embaumer, qui nous ramène le soleil, ce petit parfum de printemps, ça fait du bien. Ça va, tu vas avoir le temps de regarder un peu le Giro quand même ? Ouais, bah ça, on s'arrange toujours. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis avec nous, bah, il y a ton compère qui nous éblouit au quotidien par ses beaux articles sur Instagram, sur Facebook. C'est Simon. Comment ça va, Simon ? Salut Titien, salut Matt, bonjour tout le monde. Bon, je suis désolé, moi je suis un petit peu enrhumé parce que je me suis toujours pas remis de la flèche wallonne il y a 2 semaines. Et j'ai peur que s'il fait pas beau sur le Giro, comme c'est souvent le cas, ça ne s'arrange pas. Donc voilà. Est-ce que Simon, parce que j'ai réécouté l'autre jour notre émission de prédiction et je t'avais entendu dire que Wout van Aert n'allait faire aucun top 10 sur les monuments cette année, ça va ? Est-ce que tu t'es un petit peu remis ? Non, mais c'est vrai que je me suis un petit peu enflammé, mais c'était pour faire du buzz, c'était pour que les gens discutent dans les commentaires, voilà. T'as vite pris le pli de chez Radio Fringale, les pronos, c'est pas trop ça, hein. Non, mais je pense que les prochaines, si je la fais l'émission, je ferai mieux. Et je dirais peut-être même pas top 20 pour Wout van Aert. Ok, ou alors Tadej Pogacar ne gagne aucune course, ça peut être pas mal ça aussi. Ouais, voilà. Pogacar DNF toutes les courses. Matt, est-ce que tu peux nous faire un petit peu de promo justement pour le travail que vous faites ? Qu'est-ce qui va arriver là sur Instagram, sur Facebook prochainement ? Ah bah là on va s'organiser tranquillement avec Simon pour vous proposer un suivi au plus près comme l'année dernière du Giro. On va avoir des articles historiques, des articles d'actualité qui vont arriver. On continue en parallèle toujours à suivre les courses U23, les courses U19 qui commencent à se multiplier de plus en plus. Mais la cadence va se réaccélérer doucement mais sûrement de nos 2 côtés. Et puis je crois que Simon nous prépare une petite série autour du chiffre 30 qui va être plutôt palpitante. Super. Alors, je sais pas si j'en ai un peu plus, peut-être Vas-y. les 30 coureurs qui auraient mérité de gagner un grand tour. Donc c'est assez large, mais du coup voilà, j'ai ratissé en plusieurs parties. Et donc la première partie sortira bientôt sur les coureurs qui sont proches, notamment de gagner un Tour d'Italie. Je pense que ça va parler français. Un petit peu. Oui, notamment. Tout à fait, super. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à nos comptes Insta et Facebook, n'hésitez pas parce que Matt et Simon, ils nous proposent chaque semaine tellement de belles histoires, des contenus de qualité et puis également, ils vous permettent, si vous n'avez pas beaucoup de temps, de vous tenir au courant de l'info cycliste. Rentrons dans le vif du sujet et avant d'attaquer cette preview partie 3, je crois que Matt, tu nous as prévu un petit quiz. Et oui, ces derniers temps, c'est moi qui avais participé au quiz, mais je me suis dit, moi qui fais des études d'histoire, on va un peu vous tester sur l'histoire de ce magnifique Tour d'Italie. Ah là là. Et je vous propose un joli duel. Si vous êtes prêts. On est jamais prêt, mais on va le faire quand même, hein, Simon. Oui, si je perds encore contre toi, Titien, la prochaine fois, c'est moi qui fais le quiz, comme ça, je serai sûr de pas perdre. Voilà, le mieux, c'est de faire les quiz, comme ça, on ne perd pas, les gars. Voilà. Et oui, évidemment, je m'inspire des plus grands. Hein. Le barème de points peut évoluer à tout moment en fonction du score. Allez, on commence tout de suite. Petite question qui vaut 1 point pour commencer. On est uniquement sur l'après-guerre hein, pour cette statistique. Est-ce que à peu près, vous savez combien de kilomètres a fait la plus longue étape du Giro ? 270.
Bah, j'aurais On dit peut monter, 265. Donc je vais rester sur Franchement, 265. vous pouvez monter parce que, hein, on le rappelle, le Giro, c'est des grands habitués des étapes Après-guerre, hein. marathon. Là, on est sur une belle étape marathon. Ouais, en 1954, 290. elle était. On peut monter 310. Allez, 310. encore. Ah, on peut monter encore, je vous le dis. À 320? Non, c'est pas possible. Ah, Après-guerre? tu peux y aller encore. On peut. Ah oui, oui. Ah bah, on va pas tous les faire, mais tu vas peut-être nous dire, parce que là, je pense on va pas trouver. Hein. Alors, s'il y en a un qui connaît à peu près la carte d'Italie, hein, même dans nos auditeurs, sachez que l'étape était entre Catanzaro et Bari. Et cette étape faisait 352 kilomètres. C'était plat. Et j'ai cru. Oui, c'était plat, mais j'ai cru halluciner parce que c'était pas la seule étape, hein, dans ces eaux-là. Derrière, on avait du 350, du 346. Dans les années 50, les étapes marathon, on blaguait pas, hein. Eh ben, incroyable. Mais- Ouais, ça a bien changé. Maintenant, Ouais. les étapes du Tour de France, elles font 130 km. Ouais, ça a bien changé, c'est clair. Allez, et question numéro 2 qui vaut, on dira après le nombre de points. Combien de fois les Français ont-ils remporté ce Tour d'Italie? Et il y a un point bonus à chaque fois si vous me donnez le coureur en question. Je dirais... en tout, hein, dans toute l'histoire. Oui, dans toute l'histoire, combien de fois les Français ont-ils remporté le Giro? Ça doit pas être énorme, ça, je dirais... Je dirais 5. Moi, je dirais 10. Ah, 10 quand même. Ni 5, ni 10. 10, c'est un peu trop haut. 10, c'est un peu trop, ouais. 7. C'est... Vous tournez autour. Vas-y, Simon. Ah, je vais dire 8 alors. Ah, je crois que j'ai entendu... T'as dit quoi, Titien? 8, c'est pas bon? Ah, bah moi, je dirais 6. Ouais, 6. Bah, alors, On a t'allais eu dire, 6 fois, 6 vainqueurs, enfin 6 victoires au Giro. Est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les coureurs qui ont remporté le Giro? Alors, il n'y a pas de surprise ou autre, hein, c'est... il doit y avoir Bernard Hinault quand même, non? Tout à fait, Bernard Hinault, il l'a remporté Fignon. 3 fois. Fignon, l'a Fignon. gagné, je crois. Ouais, il l'a remporté une fois. Et il manque un coureur qui l'a gagné 2 fois. Anquetil. Ouais. Tout à fait, très bonne réponse. Donc là, on est sur un 2-2. Et est-ce que vous êtes capable de me dire un petit point bonus, les coureurs français qui ont fini autres sur le podium du Giro? John Gadret, 2011. Tout à fait. Oh là là. Oui, voilà, John voilà. Gadret 2011. Sur des classements de Contador. Tout à fait, tout à fait. Après, Allez, non, je t'accorde un impossible. point. Impossible. Alors les autres, il y en a quand même un qui est un peu connu, hein, les plus anciens s'en souviendront, c'était Charlie Mottet, qui avait fini 2e du Giro Bobet, il a jamais, non? en 90. Bobet, il a fini 2e, ouais, Ah, ok. en 57. Ok. Ah, on a de la belle culture, là. Eh ben, c'est pas cette année qu'on aura un Français Trois. sur le podium, ça va pas changer cette année, Non. je peux vous le dire. Non, je pense pas, malheureusement. Pauvre David Godu. Allez, il est trop- Ah, le pauvre, il est tellement tombé. Allez, 3-2 pour Titien, on passe à la troisième question. Donc, normalement, tout le monde le sait, mais avant d'être UAE Team Emirates XRG, l'équipe, avant, évidemment, c'était la Lamprey. Combien de fois cette équipe légendaire a-t-elle remporté le Giro et avec qui? Ça va encore être Alors, un chiffre. je sais que c'est... Ah... Bah non, mais... Alors, sache que je crois que Simon, tu as fait un article sur un des coureurs, en plus. Sûrement. Putain, la lampe... Sûrement, sur mais- le Giro... Remporté, hein. Oui, remporté. Oui, parce que alors, si je compte les podiums, là, la Lamprey, c'est... Une seule fois? Non, plus. Non. Bah, c'est au moins 2. Moi, j'ai au moins 2 noms en tête. Ah, tu peux les citer, je les accepterai comme point. Bah, il me semble qu'il y a Cunego et Scarponi. Alors, Cunego, non, il n'était pas à la Chez Lamprey. Saeco, Cunego, Ah. ouais. Tout Ah. à fait. Par contre, Scarponi en 2011, c'est une bonne réponse. Avec le déclassement d'Alberto Contador, ouais. Purée, mais ils l'ont gagné, ce qui est le deuxième. C'est dur, hein.
Alors, ils l'ont pas gagné que 2 fois. Ah, voilà. Après, il faut Ouais. remonter dans les années 90. Ah, je sais pas si j'ai fait un article dessus, il doit y avoir. C'était sur les arrivées au sommet, Ah. peut-être. Euh... Non. Savoldelli, un truc comme ça. Savoldelli, il a. T'as je- la je Mapei, suis ça veut même le délit. pas sûr qu'il a Non. été à la. Il Il a- a jamais été à la Lamprey. Il Ouais, a il gagné, a il Seiko a gagné aussi, en 2002 mais, à la Mapei et en il a jamais été à la 2005 Lamprey. à la Discovery, il me semble. 2005, ouais. Ah, 2005. bah, Par contre, de ces années-là, il y a un autre grand coureur qui l'a gagné pour la Lamprey. Oh là là, c'est dur. Bah non, mais Simoni, il l'a pas gagné chez la Lamprey. Je crois pas. Ah, tu peux toujours tenter. Non, non, je tente pas. Euh... Berzin, il était pas chez Lamprey. Oh, c'est dur, hein. Garde. J'ai un autre nom éventuellement donné, année 2000. Oui, vas-y. Di Luca? Non. Non, 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 non. Liquigas, Di Luca, quand il le gagne en 2007, ouais, c'est Liquigas, ouais. Je crois que c'est juste avant Ah bon. qu'il soit Pas bon suspendu. sur Ouais. les équipes. Oh, je sais pas. Hein. Là, je sais pas. Alors, je vais vous dire, il y a un Italien et un Russe qui l'ont gagné Pavel Tonkov. pour la Lamprey. Tout Ouais, à fait. ouais, si, Pavel Tonkov. Tonkov en 96. Il était à la Lamprey. Et l'italien, je l'aurais pas, là, je pense. Garzelli? Bah, on en a parlé. On en a parlé. Non, c'est pas Stefano C'est Garzelli. Simoni? C'est Gilberto Simoni. Il Ah. l'a gagné avec la Lamprey en 2001. Ah, j'étais resté sur Simoni à la Saiko, là, quand il a eu Cunego. Ah là Eh là oui. là là. Oui, oui, oui. Et en 2003, Mais sa en 2003 première victoire, Ah putain, et en 2003, il En gagne avec 2003, Saiko il aussi. ouais, il est avec la Seiko, Ah là tout là, à fait. 2001, je l'avais pas. Je l'avais pas. Tout à fait. Et puis, bah, si on compte les podiums à Lamprey, hein, on est quasi abonné au podium hein, sur C'est ces clair. années-là. Allez, on continue. Quel est le coureur en activité avec le plus de victoires sur le Tour d'Italie? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Et celle-là, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Mec, Je peux tenter un nom, Titien? Ouais, oui. Vas-y, vas-y, moi, vas-y, tente, parce que je l'ai pas, là. mec. Je vais dire Alessandro De Marchi, je sais pas si, je sais même plus s'il court encore. Oh non. Oh non. Alors, Demarchi, je crois qu'il était vraiment très très loin dans. Ah ouais. Non, ça doit Je être sais pas. ça doit être un sprinter. En On est activité. sur une bonne piste. Ça doit être un sprinter. Arnaud Desmar? Arnaud Démare. Ouf. Arnaud Démare, il est à égalité avec Diego Ulissi, sauf que Arnaud Démare, lui, il a 8 victoires et 5 deuxième places, donc il est devant Diego Ulissi. Et oui, Cocorico. Il y avait pas Viviani aussi qui était pas loin dans le lot, non? Viviani, alors lui, c'est l'inverse, lui, il a 5 victoires Ouais, seulement, en 5, il est un fait, peu et plus loin. 8 secondes places. C'est vrai qu'Arnaud Desmar, putain, Pour sur le le- Giro, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah ouais, Arnaud Démare, C'est bizarre qu'il y soit pas c'est cette année vraiment très, d'ailleurs, très mais bon. fort. C'est bizarre. Mais souvent, les sprinteurs français ont brillé hein, sur le Ouais, Giro, ouais, quand même. c'est clair. Alors, du coup, je m'étais On compte plus arrêté les points, à 3. Titien, Non, il y a 6-3, il y a 6-3 pour Titien. Mais là, t'inquiète, t'as l'occasion de te refaire parce que ça va être une question chacun son tour. On va donner la main à Simon. Quelles nations ont déjà remporté le Tour d'Italie? L'Italie. Oui. Alors, point bonus à chaque fois, hein, et pour te doubler les points, si tu me donnes un coureur, évidemment. L'Italie, bah, je vais redire Scarponi. Voilà. Simple. 6-5. À toi, Titien. La France avec Bernard Hinault. Bien joué. Voilà, bah non, on prend pas de risque, hein, tu sais. 8-5. Moi, je vais piquer les réponses. La Russie avec Tonkov. Bah voilà, efficace. Bah l'Espagne avec Alberto Contador. Oui, tout à fait. Les Pays-Bas avec Tom Dumoulin. Excellente réponse. La Belgique avec Eddy Merckx. Ouais. Tout à fait. L'Équateur avec Carapaz. 5. Ouais, bonne réponse. L'Australie avec le chouchou Jay Hindley. Ouais, très bonne réponse. Colombie avec Bernal. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Je suis sur la sellette là. Ah bah. Il est revenu à 14-13.
quel pays on a... Voilà, j'avoue que... On n'a pas dit la Russie, si? Si. Si. Ah merde. Oh là 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 là. Ah bah, la Slovénie, avec Tonton Primoz. Et oui, bonne réponse. Sur la Tadej sellette, aussi. là. Avec Tadej, évidemment. Je l'avais oublié tellement ça me paraissait... Je lui dis, Comment il a va écrasé pas y Giro. penser. Voilà, j'ai oublié le Giro de l'année dernière. Je vais dire, tant pis, c'est le bonus un peu que j'avais. La Suède avec Peterson. Ouais, excellente réponse. Gösta Peterson. Non mais là les gars, je crois que je vais m'avouer vaincu parce que y a pas un mec les années avant 2000 là je vais être complètement battu et avant aïe, aïe, aïe. Bah si quand même si le Luxembourg, Charlie Gaulle. Oui, très bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Il est sorti de nulle part. Là, Ah là, ouais, c'est double dur. vainqueur du Giro. Oh, j'en ai un autre. Oh, c'est bon. J'en ai un autre aussi, la Suisse avec Ah bah Kubler. voilà, j'en ai plus. Alors, alors oui, mais pas Kubler. Ah, Non, c'est Koblet. ouais. Ouais, Si, c'était toujours. Koblet, Rominger et Carlo Clerici. Ah oui. Ça c'est Ferdi Kubler, il a seulement fait Il troisième. a fait un papier en plus. Et il y a les USA Oui. aussi avec l'ancienne équipier de Lemon, là, mais. Hansen. Alors, c'est Amstein. Je vais te Ouais, non, l'accorder. j'avoue que là- Parce que tu avais le truc. Mais il était dans l'équipe de Lemon, je me souviens. Oui. Oui. Le premier vainqueur américain de. Ah, j'en ai encore un. Ah ouais, oh là là. Oui. Le Canada avec Ryder et Jdal. Oui. Incroyable. Quel horrible Ah Giro ouais. 2012. Magnifique. Bon, là, c'est fini. 18. Là. On a dit, on a dit le Royaume-Uni? Bah non. Non. Ah bah, Chris Froome et Gao Ganert. Eh oui. 22-18. Alors, je vais te dire tout de suite, il reste 2 pays. Il y a seulement 2 pays que vous m'avez pas dit. Encore. Non, c'est trop dur là. Non, mais déjà Peterson, j'aurais jamais trouvé ça. Ouais, franchement, on va le sentir. Ah, mais en fait, justement, vu que c'est marquant quand tu regardes le palmarès, tu le retiens en fait. Non, moi là, j'ai plus rien. J'ai que des Italiens en tête. Ok, non, en fait. Ah si, Non, oui, c'est ça, il reste Letto- que 2 pays. Ouais. Lettonie avec Ougroumov. Alors, non, Ah non, parce que Ougroumov fait seulement 2e derrière Ah. Miguel Indurain. Enfin, seulement 2e. Il fait 2e, puis 3e. Mince. J'y ai cru. Moi, j'ai plus rien, j'avoue. Là, je donne ma langue au chat. Non. Après, faut... Et bah, Ouais, je vais bon, vous les pas- dire, les deux. D'ailleurs, deux là, personnes il y a pas. Putain, il est quoi? Un petit Irlandais dans le lot là, Stéphane Roche, non? Eh oui, voilà, il est Ah. fort, il est fort. Oui, oui. Il est fort pour prendre 6 points d'avance. Stephen Roche en 87, oui. Et la dernière nation, c'était le petit prince des Alpes. Quoique, mais non, vous m'aviez dit en fait le Luxembourg. Je n'ai rien dit. En Ouais, fait, ouais, il on a restait dit le qu'un seul Luxembourg. pays. Donc vous m'avez dit tous les pays. Bravo, messieurs. Bravo. voit qui Vous tient connaissez quand on bien gagne. votre histoire. Mais il reste une question bonus qui vient évidemment clore ce Allez, quiz et qui allez, vaut vas-y. bien sûr 7 points. Ah, bah oui. Puisque il y a 22-16. Alors celle-là, je me baladais et ce coureur me fait tellement rire que j'étais obligé de le sortir. Qui a fini maillot blanc et meilleur jeune du Tour d'Italie 2008? Et celle-là, elle est folle à trouver. Meilleur jeune du Tour d'Italie 2008. Ouais. Alors, ce coureur finit, alors le deuxième dans ce palmarès-là, Ah, si, c'est un. il finit cette année-là devant Jürgen van den Broek et Vincenzo Nibali. Et ce coureur-là, c'est l'emblème d'une génération, je pense. Enfin, moi, j'ai grandi avec, personnellement, il me fait beaucoup rire avec son équipe. T'as la nationalité, parce que j'avoue que sinon, c'est à 2008. C'est un Italien, bien sûr. Est-ce que c'est pas Sergio Rico? Il faut Alors, qu'il change le prénom. Ricardo Rico. Et oui, Ah oui. Ricardo Rico a fini C'est un meilleur deux, c'est un jeune deux. du Tour d'Italie. Et grâce à cette réponse, Ouais. Simon remporte honteusement Bravo, mais sûrement bravo. le quiz.
Belle Oui, victoire à Ricardo l'arraché, là. Rico. D'ailleurs, Ricardo Voilà, Rico a fait 2 podiums. C'est l'un des rares coureurs qui a fait 2 podiums du meilleur Moi, jeune parce qu'en 2007, il je finit l'avais enlevé de second mon esprit, derrière Rico. Andy Schleck. Non, mais Ah, Ricardo Rico, bien sûr, avec la Sony Duval et puis bah, la Vacances Soleil. ça, coureur qui c'était m'a énorme fait- quand même, parce que franchement, une belle équipe de chaudière Ouais. sponsorisée par un sponsor de Ah, chaudière, c'était c'est quand fou. même assez énorme. Bah, merci beaucoup, Et puis, merci Matt pour ce quiz, hein. C'était top. ah bah, C'était avec top. plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Eh ben écoutez, maintenant je vous propose qu'on plonge tout de suite dans le dur du sujet. On a fait il y a quelques jours le podcast des favoris du Giro et on s'est dit, ces favoris, on va pas tellement les voir finalement avant la deuxième partie du Giro. Alors bien sûr, il faudra éviter les pièges, bien sûr, il faudra pas perdre de temps et bien sûr qu'il y aura des écarts qui se feront, mais les grosses étapes décisives, c'est vraiment la troisième semaine. Est-ce que pour vous, c'est depuis longtemps le grand tour qui est le plus dessiné pour sourire aux baroudeurs et aux audacieux? Peut-être Matt, tu peux commencer. Oui, quand même. Il y a toujours eu une ambiance sur le Giro de on laisse les échappées aller vraiment loin. Il y a eu beaucoup d'échappées. Bah, on se souvient évidemment l'édition que Roglic remporte il y a 2 ans où plus de la moitié des étapes sont remportées par des échappées. Mais il y a toujours eu cette grande place. Est-ce que parce qu'elle a été favorisée aussi avec plein de classements annexes, tout ce qui est classement des sprints intermédiaires, la Fuga, le prix du combatif. Je pense que cet esprit d'échappée est encore plus renforcé que sur le Tour d'Espagne parce qu'il y a souvent on a vu beaucoup d'échappés porter le maillot rose pendant très longtemps. C'est un peu une tradition chaque année d'ailleurs. Simon? Ouais, bah oui, le Giro c'est propice aux échappées parce que c'est le premier grand tour de la saison. Des fois, les équipes sont encore un peu en rodage. Il y a quand même justement, on en parlait, des longues étapes, peut-être plus longues que sur les 2 autres grands tours, qui fait que bah certaines équipes ont peut-être pas envie de prendre la chasse sur des étapes de 220-30 km. Et bah des fois aussi la météo fait que les échappées sont presque plus avantagées quand il fait un mauvais temps. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et avec des parcours aussi qui leur vont bien souvent, les coureurs, je pense, les baroudeurs en tout cas, aiment bien aller sur le Giro. Et même moi, je me souviens de ce qui m'a marqué, c'est Thomas De Gendt en 2012 qui fait troisième du Giro parce qu'il fait un bon Giro en général, mais il fait une énorme échappée. Je sais plus sur une arrivée assez légendaire, je ne sais plus le nom de l'arrivée, mais C'est voilà, Lepna, je crois. ouais, peut-être je l'ai plus, mais en tout cas, ils ont toujours l'opportunité de briller. Quand tu vas sur le Giro et que t'es baroudeur, tu sais que t'as carrément plus de chances que sur le Tour de France, par exemple, où tout est cadenassé parce que il y a des gros favoris, il y a Pogacar, il y avait Froome à l'époque. Là, sur le Giro cette année, il n'y a pas d'immenses favoris et je pense que peut-être encore plus que les dernières, où finalement UAE avait un peu le contrôle du peloton. Là, cette année, ça peut être très très intéressant. Il y a des parcours qui sont finalement peut-être plus faits pour les baroudeurs que pour les favoris, en tout cas en 2025. Ouais, ça risque d'être assez fou quand même de ce côté-là, parce qu'effectivement, je pense qu'avec une start list aussi serrée, tout le monde va vouloir se réserver absolument pour la troisième semaine. Je vois aucun des favoris essayer de créer alors peut-être sur des étapes, mais globalement, voilà. Je pense que sur la deuxième semaine, on va se réserver au maximum parce que mine de rien, 4 étapes de montagne en 5 jours sur la troisième semaine, et elles sont toutes monstrueuses, ça va faire très très mal. Donc, je pense que ça va effectivement libérer beaucoup d'espace pour plein de coureurs. Et voilà, je pense qu'on va avoir des échappées conséquentes quasi tous les jours sur ce Giro, à commencer déjà par le grand départ en Albanie où déjà il y a des étapes très très ouvertes et qui pourraient convenir à des audacieux. Sur cette base-là, je me dis qu'il y a plein de choses à aller chercher. Il va y avoir un maillot cyclamen qu'il va falloir consolider parce qu'au bout de 2 semaines, il se passera plus grand-chose pour celui-là. Il y a des coureurs qui ont des opportunités de fou à mon avis pour aller chercher un maillot rose. Il va y avoir plein de victoires d'étapes et moi c'est ça qui me hype un peu dans ce Giro plus que la bagarre des favoris. C'est vraiment de se dire, il y a des mecs qui vont pouvoir faire un coup qu'ils ont jamais fait auparavant et je pense notamment à ce maillot rose. Vous pensez, vous allez me dire que peut-être que les favoris vont vouloir contrôler. Moi, je me dis que là, il y a moyen qu'il y ait un outsider qui se retrouve en rose au début de la troisième semaine avec une avance assez conséquente sur une grande partie des favoris. C'est largement jouable, même j'imagine.
des petits coureurs genre les Piganzoli, les Max Poole, les Chris Harper qui viennent de base pour jouer un fond de top 10 ou des choses comme ça, qui se glissent dans l'échappée, qui finissent avec 6-7 minutes, un peu comme à la Ben O'Connor sur le Tour d'Espagne, et bon courage pour les reprendre derrière. Il va falloir que des coureurs très forts puissent le faire, mais c'est typiquement, je pense, comme ça qu'a été conçu un peu la construction des semaines. C'est pour que quelqu'un prenne le rose au début et profite hein, pendant 2 semaines. Après, le souci, c'est que justement, il y a l'expérience Ben O'Connor et on a vu que finalement, c'était chaud quand même pour le récupérer. Donc, est-ce qu'on va laisser autant de marge qu'on a laissé l'année dernière sur la Vuelta? Peut-être pas. Surtout qu'en effet, les écarts sont pas très importants jusqu'au début de la troisième semaine. Donc, est-ce que le peloton va se risquer à laisser ne serait-ce que, je sais pas, 6-7 minutes à une échappée, sachant que la plupart des coureurs sont peut-être à 1 ou 2 minutes? Je sais pas. Peut-être aussi que le chrono en milieu de Giro rapprochera un peu tout le monde. Donc voilà, il y aura sûrement un ou deux maillots roses surprises. Après, je pense pas qu'il ait énormément d'avance pour lui permettre de rêver quoi que ce soit. Bah écoutez, on verra ça. En tout cas, c'est clair que ça s'annonce. Voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur ce qui va se passer sur ces deux premières semaines en termes de potentiel échappé, de grosses échappées, de coureurs qui vont tenter d'anticiper, etc. Ça va être super sympa. Messieurs, donc en première partie d'émission, je vous avais demandé de sélectionner le coureur qui pour vous allait enflammer le Giro, allait briller sur ce Giro qu'on va voir, qui va nous en mettre plein les yeux. Vous avez chacun sélectionné un coureur. Je vais vous laisser dévoiler votre coureur et puis chacun expliquer pourquoi et dans quelle manière il va nous impressionner. Et Matt, je vais te laisser démarrer. Celui qui va enflammer le Giro, c'est quelqu'un qui l'a déjà remporté. De mon côté, c'est Richard Carapaz. Pourquoi? Parce que je pense qu'il vient absolument pas jouer un classement général. Et on est un peu quand même dans l'incertitude avec Carapaz sur le début de saison. Après, on le sait, il passe à chaque fois tout l'hiver en Amérique du Sud, donc le temps qu'il se remette en forme en Europe, c'est toujours un peu long. Il sort d'une 10e place il y a bientôt, il y a même plus d'un mois, complètement dans l'anonymat sur le Tour de Catalogne. Mais on le sait, Carapaz, c'est un infatigable attaquant qui a déjà, l'année dernière, qui a fini meilleur grimpeur du Tour de France, qui a déjà fini meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. J'adore sa manière de courir et pour moi, je pense sur chaque échappée, il va essayer de jouer. Je vois bien ce gars être un peu le Thibaut Pinot 2023, ces gars-là qui sont tout le temps dans les échappées. Et pour moi, le maillot bleu, en tout cas, il lui est presque prédestiné. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et j'espère qu'il va vraiment le jouer à fond, exactement comme il avait fait sur le Tour de France l'année dernière. Voilà. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Je pense, au vu justement du parcours qui est finalement pas extrêmement montagneux, j'ai peur qu'on le voit surtout en troisième semaine et qu'avant il soit discret parce que le parcours ne s'y prête pas. Et contrairement, on parlait des échappées, peut-être sur des étapes un petit peu accidentées, lui il a la pancarte, on va pas le laisser partir en échappée comme ça, je pense. À moins qu'en effet il se laisse distancer sur les premières étapes exprès pour avoir 10-20 minutes de retard, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Et s'il a peut-être 1 ou 2 minutes seulement de retard, je pense pas qu'on le laisse partir pour une échappée, au risque de le voir prendre peut-être 3 minutes et puis qu'il conserve ces 3 minutes sur les étapes justement de montagne qui lui conviennent bien en troisième semaine. Donc pour moi, on va pas énormément le voir au début, on va en effet beaucoup le voir, je pense, en troisième semaine. Je pense que qu'il joue le général ou qu'il joue les étapes, il sera à l'attaque. Et en effet, ça pour le coup, c'est super agréable. Mais voilà, il sera animateur d'une partie du Giro, mais pas du Giro dans son ensemble. Vas-y, Matt. J'ai une petite contradiction, c'est que il y a Carapaz, on peut plus le résumer pour moi au coureur de grand tour / grimpeur qu'il était il y a quelques années. Je trouve qu'il a développé quand même aussi une pancarte avec une belle pointe de vitesse. Et il y a des étapes, je trouve, qui peuvent lui convenir. Il peut très bien nous faire semblant de s'accrocher au début sur les étapes albanaises, mais par exemple le genre d'étape, la 5e qui arrive à Matera,
pour moi, il est largement capable de se glisser dans une échappée et de la gagner parce qu'il a vraiment une bonne pointe de vitesse. Pareil pour la 7e Tagliacozzo. C'est pour ça que je dis vraiment, moi je serais pas surpris de le voir autant à l'attaque en fait. Ouais. Un gagneur, Carapace. Ouais. Bah alors moi mon avis c'est qu'il vient pour jouer le général. Il est payé par IF pour ça. C'est sûrement pas sur le Tour de France ou dans tous les cas même s'il jouait le Tour de France ça a plus d'intérêt pour aucun des 3-4 meilleurs mondiaux de jouer le général. On a très bien vu la dernière que si t'es à partir de la 5-6e place t'es complètement invisible pendant la course. Donc s'il joue pas le général sur ce Giro il le jouera pas sur le Tour. Donc non pour moi il vient pour jouer le général et c'est dommage. Mais ce parcours, il va bloquer beaucoup de grimpeurs. Et moi, là, par contre, où j'ai assez peur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de grimpeurs qui croient en leur chance, finalement, et qui se disent, bon, bah, en fait, je vais pas trop taper dedans parce que sur ces 2 premières semaines, c'est pas très difficile. Je suis encore pas trop loin. Je suis à moins de 2 minutes 30 au classement général. Il s'est pas passé grand chose. Oh, bah, je vais plutôt attendre la 3e semaine parce que on sait jamais. Je me sens bien, je grimpe bien, j'ai mes chances. Donc, même un Carapace qui viendrait pour jouer les étapes, il a pas un grand... Déjà, il serait forcément pas trop largué au classement général, à moins qu'il volontairement il se laisse distancer en début de Giro, mais j'ai quand même du mal à le croire. Mais il n'y a pas beaucoup de terrain pour perdre des minutes et des minutes. Sauf si vraiment ça roule comme des fous en Albanie, notamment sur le col dans la 3e étape, et que t'exploses complètement, c'est une possibilité. Mais moi j'ai peur que beaucoup de grimpeurs soient encore pas loin en général, on les laisse pas partir, et puis en plus ils ont pas forcément le terrain pour sur les 2 premières semaines, et que du coup bah on se retrouve en 3e semaine, il y a beaucoup de grimpeurs qui vont vouloir jouer des étapes, et malheureusement la bagarre au général va prendre tellement de place qu'il y aura pas de place pour eux, donc je trouve que c'est un Giro un peu bâtard, où quand on est pur grimpeur et qu'on joue pas le classement général, bah on va avoir beaucoup de mal à briller, c'est mon avis en tout cas. Donc ouais, et puis moi Carapace, je pense qu'il va jouer le classement général. Après, comme dit Simon, même en jouant le général, Carapace, il ne se cache jamais. On peut pas lui enlever ça. Donc moi, c'est pour ça que dans la preview des favoris, j'en avais parlé en me disant que pour moi, bah, c'était le seul que je voyais tenter de tout gagner, tout faire pour battre le duo Ayuso-Roglic. Les autres cherchant plutôt à aller chercher un premier résultat probant au grand tour en allant faire podium. Et Carapace, pour moi, ça va être un peu tout ou rien. Soit il va être très très fort et il va vraiment jouer la victoire, soit je le vois tenter mais exploser. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur Richard Carapace. On a fait le tour? Non, bah, ouais. J'ai rien à ajouter. Et bah écoutez, en tout cas c'est sûr, Richard Carapace sera un des animateurs du prochain Giro. Mais toi Simon, tu nous as parlé d'un autre coureur qui lui aussi, à mon avis, il va lâcher pas mal de cartouches par-ci par-là, et notamment il y a une étape qui lui convient très très bien. Pour moi, celui qui va enflammer le Giro, c'est Tom Pidcock. Déjà parce qu'il a fait un excellent début de saison, il fait podium sur l'Estradé, sur la Flèche Wallonne, top 10 sur l'Amstel et Liège, même 6ème de Tirreno. Donc pour le coup, au niveau de la forme, contrairement à Carapaz, on a des garanties. Il a l'air de bien s'épanouir justement à la Q36, qui est une équipe qui lui sera dévouée, et je pense aussi qu'il n'est jamais aussi performant que lorsqu'il est vraiment le leader incontesté dans une équipe. On l'a vu à Neos, c'est en partie pour ça qu'il est parti. Voilà, il n'y avait pas de leadership, pas trop de place pour lui au final. Voilà, je pense qu'il va pas jouer le général sur ce Tour d'Italie, ou alors je pense qu'il se rendra vite compte qu'il pourra pas le jouer quand il aura perdu du temps sur les chronos, peut-être sur la première étape arrivant au sommet, je crois que c'est la 7ème étape. Et pour le coup, il y a plein d'étapes qui lui conviennent bien, là où Carapaz, même si Matt le prend un peu comme un puncher, moi je pense que c'est quand même plus un grimpeur. Autant Pidcock, bah, il sait tout faire. Première étape, il peut aller chercher le maillot rose. Je pense pas que ça soit vraiment délirant de le penser. Puis évidemment, il y a cette 9ème étape sur les chemins blancs qui, pour le coup, là, comme tu l'avais dit, justement sur la preview des étapes, Titien, il sera l'ultra favori, il l'a coché. Et puis après, bah, il y a les étapes de montagne, et on sait qu'il est aussi très fort en montagne quand il le veut, quand il a les jambes. Il gagne à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Il sera sûrement en retard au classement général, donc il aura peut-être la possibilité de partir en échappée. Donc franchement, pour moi, il y a toutes les cases qui sont cochées pour Pidcock pour qu'il anime ce Giro, pour qu'il remporte 1, 2, peut-être 3 étapes. Surtout que c'est son premier Tour d'Italie, donc je pense qu'il aura aussi un petit surplus de motivation, une petite excitation supplémentaire. Pour moi, c'est l'animateur de ce Giro qui va arriver. Matt, ton avis? Oui, incontestablement, Tom Pidcock, on espère le voir à l'avant rapidement. Après, il y a juste un petit
truc qui me pose question, c'est j'espère qu'il va volontairement perdre du temps au début, que malgré tout, Tom Pidcock, bah, je suis UAE, je suis Bora, je le laisse pas partir avec 6 minutes et le maillot rose devant. Ça, c'est hors de question. Que bon, Tom Pidcock, c'est quand même 13 et 16e de Tour de France. Très bon grimpeur qui a déjà remporté l'étape à l'Alpe d'Huez. Donc, mais oui, c'est sûr. De toute façon, l'étape pour les chemins blancs, je pense qu'il y a eu un partenariat entre Q36 et le Giro, enfin et RCS au moment du dessin. Mais Tom Pidcock en plus, oui, je pense que je disais que Carapace était un attaquant infatigable, mais Pidcock c'est un peu dans la même veine. C'est un attaquant qui est sûr de lui. Enfin, en tout cas, on sent qu'il a repris vraiment confiance en lui cette saison parce qu'il avait des interviews l'année dernière et même il y a 2 ans qui étaient très très défaitistes. Ça sentait que ça se passait pas bien à Ineos. Et comme l'a très bien dit Simon, bah là l'équipe est quasiment uniquement dévouée autour de lui. Il y a juste Matteo Moschetti qui, je pense, sera emmené par Emily Epins. Mais sinon, vraiment, il y aura que des mecs qui vont pouvoir l'accompagner dans l'échappée et lui, il aura pas eu un coup de pédale à mettre. Donc ça c'est vraiment cool pour le coup. Et puis bah pourquoi pas aussi en vrai jouer le maillot de meilleur grimpeur. Ça peut être jouable, hein, on sait jamais. Mais écoutez, moi je suis totalement d'accord. Je pense que ce sera un gros candidat à beaucoup de victoires d'étape, un très gros candidat, comme t'as dit Simon, au premier maillot rose, parce que avec cette montée pour Puncher et cette descente derrière, je le vois bien Tom Pidcock, et même si se loupe sur la première étape, cette troisième étape également lui me fait beaucoup d'œil quand même, avec un col quand même, hein, qui est certes à 40 km de l'arrivée, mais qui est très difficile, un vrai col de première catégorie. Tom Pidcock, je suis pas sûr que les favoris prendront beaucoup de risques, mais Pidcock sur une ascension sèche, pour moi, il est au niveau des tout meilleurs. La descente derrière, il peut creuser des écarts monstres et ensuite il faudra résister pendant, c'est clair, plus de 20 bornes. Mais il y a un vrai coup à jouer pour Tom Pidcock d'aller chercher le rose, d'aller gagner plusieurs étapes. Donc Tom, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de te dire je suis un cador, je veux me tester sur le classement général et je vais me réserver pour la troisième semaine. T'as beaucoup mieux à faire que ça. Tu reviendras sur un grand tour, mais là, t'as une occasion en or d'aller vraiment enflammer la course. Donc je compte sur toi, Tom Pidcock. Est-ce que je passe à mon coureur? Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Bah moi, les gars, Et il y en a des choses à dire. pour moi, celui qui va enflammer le Giro, c'est Wout van Aert. J'avais dit, et je reste fidèle à ce que j'avais dit en début d'année. Alors, on s'était bien moqué de moi. Peut-être qu'on va continuer à bien se moquer de moi. Mais je défends mon bout de gras corps et ongles. Wout van Aert sera maillot rose du Giro à 4 jours de l'arrivée. Peut-être que je suis un rêveur et que non, ça va pas du tout être ça. Mais j'y crois dur comme fer. Pour moi, Wout van Aert, il va prendre le rose. Peut-être dès le début du Giro, peut-être au soir du contre-la-montre, au soir de la troisième étape, mais ce début lui va quand même comme un gant à Wout van Aert, même s'il y aura des coureurs évidemment qui vont se battre pour ce maillot rose, mais je le vois vraiment aller le chercher. S'il va pas le chercher sur ce grand départ, il ira peut-être le chercher au bout d'une semaine. Mais on a vu Wout van Aert qui revenait malgré tout, certes en second plan, mais on l'a vu notamment sur un Tour des Flandres où beaucoup disent que ça lui convient moins bien que Paris-Roubaix. Wout van Aert, il passait quand même très bien les bosses. Certes, dans chaque boss, il avait pas le punch pour lutter avec les meilleurs, mais sur le dénivelé global, à chaque fois, ça l'a fait très très bien figurer sur ce Tour des Flandres 4e. Je suis sûr qu'on devrait retrouver un Wout van Aert un excellent niveau, lui qui est vraiment finalement peut-être plus un coureur qui brille sur les grands tours que sur les classiques. Je vois aller très très loin dans ce Giro. Il va prendre un très très grand nombre d'échappées. Je vois pas le jouer le cyclamen parce que malheureusement Wout van Aert ça frotte plus. On en reparlera après. Ça risque d'être très embêtant pour son sprinter, mais je pense qu'il brillera pas assez sur le sprint pour jouer ce maillot et je suis pas sûr qu'il s'y intéresse beaucoup. Par contre, pour moi, il va gagner plusieurs étapes, il va prendre plusieurs échappées, ça va l'emmener très très loin, il va prendre plusieurs minutes d'avance sur les favoris et avec ses capacités, alors certes, c'est pas un montagnard, mais sur les 2 premières semaines, ça lui va vraiment comme un gant, il est capable d'être bon, d'être là un peu partout, et voilà. Et effectivement, je le vois céder et perdre son maillot dans la montagne, mais pour moi, Wout van Aert sera maillot rose du Giro, peut-être même encore jusqu'à l'étape du Mortirolo. Mais peut-être que je m'enflamme complètement et que Wout van Aert sera largué dès le départ en Albanie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'y crois, mais pas autant dur comme fer Pas comme moi, quoi. que toi.
Ouais, je pense que vraiment il va être bon sur ce Giro. Parce que bah forcément il y aura pas tous les fous. Enfin, il y aura Pedersen qui peut-être va lui poser des soucis, mais tous les vrais, enfin, les gros fous furieux qui lui ont causé des soucis au printemps, il y en aura pas. Il y aura pas de Evenepoel, il y aura pas de Pogacar, il y aura pas de Van Der Poel. Donc oui, à minima, j'espère qu'il va en claquer une, voire deux. Il y a quand même tellement d'étapes qui sont dessinées pour lui. On a dit Pidcock pour les chemins blancs, mais Van Aert, il est complètement capable d'en gagner une. Aussi, il y a pas mal d'étapes qui sont relativement longues. Van Aert, il a une endurance de dingue, donc ça peut faire vraiment la différence. Après, j'espère qu'il va en claquer une parce que, mais bon, Van Aert, j'ai l'impression des fois, il en fait un petit peu trop, donc à voir. J'espère qu'il va avant tout retrouver de la confiance sur ce Giro, mais bon, être en rose à 4 jours de l'arrivée, je n'y crois pas autant que toi. Simon, toi, je me souviens que Oui, tu bah ne moi. me soutenais pas. Est-ce que tu me soutiens toujours pas? Non, bah. Non, non, j'ai pas changé d'avis. Je Oh pense là que là. c'est un peu utopique. C'est encore pire que moi. Oh là 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 là. Non, mais en effet, pour moi, l'étape qui lui convient le mieux, en effet, c'est les chemins blancs. Je pense qu'il fera partie vraiment des favoris avec Pidcock. Mais sinon, à part ça, j'ai l'impression quand même il lui manque ce petit truc qu'il avait avant. Voilà, on l'a vu quand même sur les Flandriennes. Il est fort, mais il est plus au-dessus du lot comme il l'était à un moment donné. Et en fait, je me dis, bon, alors, s'il il veut partir en échappée, est-ce qu'on va vraiment le laisser partir? Est-ce que les mecs en échappée avec lui vont collaborer en se disant, bon, bah, il y a Van Aert avec nous, à quoi ça sert que je me donne à fond, sachant que si ça arrive au sprint, même si c'est plus le sprinter d'antan, il va quand même assez vite. En montagne, il a quand même plus le niveau, je pense, et en fonction de si Yates est toujours bien classé, notamment sur l'étape 7, peut-être qu'il travaillera pour lui. Il y a au moins 7 étapes pour sprinter, il va travailler pour Coyle. Donc en fait, est-ce qu'il aura vraiment ce rôle un peu d'électron libre ou est-ce que finalement il va se mettre au service de ces différents leaders? Moi, je suis même pas certain qu'il ait vraiment sa carte, peut-être sur les chemins blancs, peut-être sur les étapes un peu pour puncher en tant que baroudeur, mais là c'est pareil, je sais pas si on va le laisser partir. Voilà, moi je ne sais pas en fait comment le peloton le voit actuellement. Est-ce qu'il le voit comme une menace? Si oui, ça sera compliqué pour lui d'aller chercher des étapes, hormis les chemins blancs. Et s'il le considère aujourd'hui comme un coureur entre guillemets lambda, même si je pense pas que ce soit le cas, là il aura peut-être plus d'opportunités, notamment en échappée. Mais s'il part pas en échappée, pour moi il aura du mal à gagner des étapes. J'ai un peu descendu Van Aert, mais on parle d'un coureur qui vient de faire deuxième du Dwars, quatrième du Tour des Flandres, quatrième de Roubaix, deuxième de la Brabançonne, quatrième de l'Amstel. Donc je pense que non, tu le laisses pas partir en échappée tous les jours. Et puis si t'as des gars qui sont en échappée, je sais pas, moi par exemple, je suis Michael Zaylard, je me retrouve dans une échappée avec Van Aert, je roule pas avec. Hein. Clairement, je roule pas avec. Je te dis, bah viens, emmène-moi au bout mon coco. Et puis bah comme toi t'as roulé et que moi j'ai pas roulé, bah je te saute sur la ligne. En fait, j'ai peur qu'il ait une espèce de trajectoire un peu comme le Giro de Thibaut Pinot qui était magnifique parce qu'il est meilleur grimpeur et qui finit cinquième, mais il est passé à côté de je sais pas combien de victoires d'étape sur ce Giro-là parce qu'à chaque fois il en faisait trop. Bah j'ai peur que Van Aert ça lui arrive un peu ou alors il nous fait un espèce de Giro rédemption comme à la Philippe l'année dernière parce que qu'il est au Nora et il arrive à se faire un copain chez la Polti. Et d'ailleurs ça tombe bien, il y aura un nouveau Mirko Maestri donc on espère qu'il est aussi fan de Van Aert mais j'ai peur que qu'on en fasse un petit peu trop et qu'il se fasse souffler sur le nez une victoire. Eh ben écoutez, on verra, voilà. En tout cas, essayons d'être optimistes pour Wood qui mériterait en moins d'en claquer une. Je vous propose les gars qu'on aille faire maintenant un petit tour avant de revenir sur des baroudeurs un peu plus tard sur les sprinters parce que si on compte, il y a au moins 6 étapes qui peuvent se terminer au sprint sur ce Giro, donc ce sera pas à négliger. Avant de citer des noms, juste une impression globale et vous allez me dire si vous êtes d'accord. L'année dernière, c'était vraiment le championnat du monde des sprinters. À part Jasper Philipsen, j'ai l'impression qu'on avait tout le monde sur le Giro, que c'était incroyable avec les Milan, les Coy, les Merlier, etc. Cette année, c'est plutôt du second rideau du sprint, mine de rien. J'ai envie de dire, on revient à ce qu'on avait d'habitude.
C'était même devenu critique quand il y a 2-3 ans, il y avait des meilleurs start list de sprinters sur le Tour de Hongrie et les 4 jours de Dunkerque. Mais non, ça me surprend pas tellement hein, sur le Giro parce que j'ai l'impression que sur les sprinters, il n'y a plus une telle profondeur de banc, comme on dit, qu'il y a quelques années, et du coup, tout le monde envoie son sprinter sur le Tour de France. Donc, et j'ai l'impression que c'est devenu plus rare de voir des sprinters qui font 2 grands tours. Ou alors certains se font piquer la place. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Le Giro, c'est un peu, tiens, t'es pas le meilleur sprinter de l'équipe, bah vas-y, parce que de toute façon, le meilleur, notre seule chance, c'est de l'envoyer sur le Tour. De toute façon, le Tour d'Espagne, s'il y a une étape pour sprinter, enfin s'il y a plus de 3 étapes pour sprinter, c'est un miracle. Mais après, c'est quand même assez paradoxal parce que j'ai l'impression que ça fait quand même au moins, enfin déjà l'année dernière c'était pas le cas, mais là il y a au moins vraiment 7, pour moi il y a 7 étapes pour les sprinters, donc Ah oui, un tiers des étapes c'est pour les sprinters, donc moi je suis sprinter, je me dis bah j'y vais quoi, donc je trouve Je... c'est assez étonnant. moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la première étape du Tour phagocyte un peu tout et qu'il y a une telle opportunité, ça fait depuis 2019, hein, je crois qu'on n'avait pas eu, encore 2019, c'était une arrivée pour sprinter costaud avec la victoire de Tony Sen, mais depuis on a que des arrivées, soit on a que des départs, soit chrono comme en 2022, soit pour puncher, grimpeur dans le Pays-Bas, enfin bref, ça fait tellement longtemps qu'à part, bah voilà, le dernier vraiment sprint massif, c'était en 2018 avec la victoire de Gaviria, donc je pense que là, les sprinters sont morts de faim et tout le monde veut ce premier maillot jaune et tout le monde pense avoir une chance. Et je pense que cette première étape du Tour, elle phagocyte tout. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Moi, je suis sprinter, je me dis que j'ai ma chance et que j'ai envie d'aller sur le Tour de France. Ah ben, complètement. Après, il y a aussi ce truc-là de, je pense que on est aussi dans une espèce de. Il y a aussi la lutte UCI qui rentre, le classement UCI qui rentre en compte, et je pense que c'est pour ça que certaines équipes envoient pour moi, les meilleurs sprinters d'effectifs sur le Giro. Et puis les équipes qui en ont pas vraiment besoin se concentrent sur le Tour parce que oui, effectivement, enfin c'est limite une aberration de dire ça. Ça fait 6-7 ans qu'on n'a pas eu un premier maillot jaune qui est un sprinter alors qu'on s'est tapé 10 ans d'affilée où c'était le cas. Donc oui. Puis on attend il y a une telle génération de sprinters actuels qui sont des sprinters d'élite et de classe mondiale que c'est limite normal de les voir on les attend tous au tournant en fait au Tour de France et pas sur le Giro malheureusement. Non mais en plus moi je suis sprinter, je me dis bon, j'ai 2 semaines tranquilles, j'ai pas besoin de m'arracher, j'ai juste 4 jours difficiles quoi, qui sera peut-être pas le cas sur le Tour de France. Ouais, mais bah écoutez, faut pas on va pas cracher dessus les dernières au Tour de France. Je trouvais que la Start-Hill c'était un peu léger niveau sprinter cette année. Ce sera le vrai championnat du monde des sprinters. Donc c'est comme ça. Et ben en attendant, moi les gars, j'ai envie d'ouvrir là-dessus puisqu'on a chacun choisi un sprinter qu'on voit briller. Mais lui on l'a pas choisi et pourtant est-ce que il a pas déjà gagné d'avance ce maillot cyclamen? J'ai envie de parler de Mats Pedersen. Alors Mats Pedersen qui est pas un pur sprinter mais qui se débrouille quand même très très bien dans les emballages massifs. Dès qu'il y a un peu de faux plat montant et on aura au moins 2-3 des sprints comme ça, bah il est quasi imbattable. On pensait en début d'année qu'il avait un peu perdu sa pointe de vitesse, mais il a montré sur les dernières Flandriennes, voilà, que ce soit sur Roubaix, sur les Flandres, qu'à chaque fois, et ben voilà, finalement son sprint il était bien toujours là. Il a paru très très costaud. Je parle de Mats Pedersen. Est-ce que pour vous, à la régularité, Mats Pedersen c'est bien le très très grand favori pour ce maillot cyclamen? Immense, galactique, supra-galactique. Je vois, il y a il y a que un coureur qui à peu près pourrait essayer de jouer, mais bon, c'est tellement un flopper comme on dit dans le jargon que je vois aucun monde où il y arriverait. Mais non, Pedersen, il passe tellement bien les bosses. Le gars, il se permet même de remporter des arrivées au sommet dans des mini-groupes sur Paris-Nice, bon, de moyenne montagne certes, mais enfin, oui, bien sûr. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que je pense que Pedersen, lui, va aller au bout des 3 semaines. Parce que oui, il y a 4 jours difficiles à la Il fin, fera pas mais le alors tour, je pense que la dernière semaine, il va y avoir un nombre d'abandons de sprinters. Je pense que ça va être légendaire. On va être de retour dans les années 2010, où en une étape, il y a l'animation du petit vélo sur le bas-côté qui s'anime toutes les 10 minutes. Je pense que ça risque d'être très fort. Donc oui, moi, c'est surtout ça qui me fait dire qu'il va aisément
remporter le Cyclamen, c'est que lui, c'est quasi sûr qu'il va aller au bout. Que oui, en plus, il fait pas le tour. Pour moi, c'est mon favori aussi, mais je suis pas aussi sûr à 100% que vous. Enfin, tu me dis, Ticien n'a pas encore donné son avis vraiment précis, mais en fait, comme on l'a évoqué, il y a quand même beaucoup d'étapes presque plates entièrement, ou alors il y a des petits répètes chauds, mais rien de très difficile pour les sprinters aujourd'hui qui passent la plupart tous à peu près au moins les petites bosses. Et je me dis, en sprint pur, vraiment dans un sprint massif où tous les sprinters sont présents, on va en parler après, mais je pense qu'il y a encore peut-être un ou deux mecs au-dessus de lui. Et je me dis, s'il y en a un qui est vraiment à son prime, au top niveau, et qui gagne toutes les étapes vraiment très plates, bah il peut prendre le Cyclamen et puis après derrière s'accrocher jusqu'à Rome en se disant, bon bah voilà, j'ai l'étape de Rome. En effet, il gagnera peut-être des points sur les étapes accidentées, mais voilà, les autres noms dont on va parler, je pense qu'ils passent quand même bien ces étapes-là. Il y en a quelques-unes où Pedersen sera tranquille, mais pas tant que ça, à mon avis. Donc, pour moi, la lutte sera plutôt intéressante et équilibrée, et ce sera pas vraiment un cavalier seul de Pedersen avec le Cyclamen. Ouais, je suis assez d'accord. Alors pour moi, c'est le grand favori de parce que il est capable de remporter les 3 premières étapes de ce Giro et je vois aucun autre sprinter le faire. Donc en fait déjà s'il finit même sur le podium de ces 3 premières étapes, je pense pas qu'il y aura d'autres sprinters forcément à l'arrivée. Et pour moi, il va prendre un nombre de points considérable et effectivement, je pense que ce sera pas le meilleur globalement sprinter, mais à la consistance et à la résistance, je pense que ça peut le faire. Moi, il y en a vraiment un que je vois le concurrencer et je vais te laisser en parler, Simon, parce que je crois que c'est celui que tu as choisi. Oui, moi j'ai choisi Caden Groves. Donc bon, on le sait, c'est pas le meilleur sprinter du monde, mais le Giro, c'est une course qu'il affectionne. Il a déjà gagné une fois en 2023. Il fait deuxième du Cyclamen l'année dernière, avec 4 podiums d'étapes, donc il gagne pas ses étapes. Mais les mecs derrière qui il est, ils sont pas là cette année, c'est Merlier et Milan. Donc finalement, si vous enlevez ces deux-là et Philipsen qui n'est pas là non plus, bah c'est peut-être le meilleur sprinter en termes de pointe de vitesse pure sur ce Giro-là. Euh, c'est celui aussi qui a le plus de références en sprint sur les grands tours, globalement. De ceux que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est le seul à vraiment avoir eu des références. Il gagne le maillot du meilleur sprinter sur la Volta. Sur le Giro, il a quand même déjà montré de très belles choses. Il passe bien les bosses. Donc pour le coup, même s'il y a des arrivées un petit peu difficiles, je pense qu'il peut être là pour concurrencer justement Pedersen. Voilà, il a montré qu'il était capable de finir des grands tours, de gagner des maillots de meilleur sprinter. Il n'est pas passé loin l'année dernière. Il a une équipe qui lui est totalement dévouée. Là, pour le coup, Alpecin, je pense que c'est leur meilleure chance de gagner des étapes, ce sprinter australien. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être la bonne année pour Groves pour remporter ce maillot de meilleur sprinter. Matt? Moi, j'y crois pas du tout. Caden Groves, déjà cette année, il n'y a aucune victoire. Il a un début de saison qui est. Il a fait un bon Milan San Remo. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Il finit cinquième, mais derrière, il y a un Tour de Catalogne quand même assez compliqué. On avait relevé la magnifique victoire de Mathieu Brennan, mais la manière dont il se fait aligner par un gosse de 19 ans, Groves, c'était quand même assez méchant. Et le lendemain, en plus, il se refait aligner par Brennan et Ethan Vernon, qui lui non plus, Ethan Vernon n'est pas dans le top 15 des meilleurs sprinters de la planète. Donc Caden Groves, il a un début de saison qui est vraiment difficile. Alors oui, c'est sûr, Alpecin, ils envoient toute leur équipe. Peut-être qu'il en gagnera une, parce que Caden Groves, je pense il en gagnera une, qui passe bien les bosses, mais je vois pas du tout, je le vois pas dans la lutte pour le Cyclamen non plus. Vraiment, c'est pas du tout sur lui que je compte, parce que il a vraiment un début de saison qui est très compliqué, quoi. Bah moi je te suis Simon, maillot de meilleur sprinter des 2 dernières Volta. C'est un mec qui est fait pour les grands tours, Caden Groves, du fait que effectivement c'est pas le plus rapide du peloton, mais par contre
Par contre, bah voilà, il passe très bien les bosses, il récupère très très bien aussi, donc c'est pareil. C'est pas le sprinter que je vois enquiller les victoires, mais j'en vois quand même aller en gagner une. Et puis parce qu'il aura déjà toute l'équipe Alpecin à son service. L'équipe Alpecin, c'est une équipe qui sait gagner au sprint sur les grands tours. Donc voilà, ensuite il sera probablement au service de Jasper Philipsen en lanceur sur le Tour de France. Donc voilà, il a pas trop le choix, mais il m'a jamais tellement déçu sur les grands tours, si ce n'est le Giro dernier où il a pas réussi à aller chercher d'étape, il s'était bien rattrapé sur la Vuelta. Voilà, c'est vraiment pour moi le seul concurrent sérieux que je vois à Mats Pedersen pour aller chercher le Cyclamen, donc ça devrait se jouer entre les deux, vu que à la base j'aurais bien intégré un Wout van Aert, mais lui malheureusement ça ne sprinte plus. Mais Matt, je crois que toi tu vas nous parler d'un mec qui pour le coup a bien brillé depuis le début de l'année et montre une sacrée pointe de vitesse. Bah oui, pour moi, un bon printemps est synonyme de bonne saison et c'est pour ça que j'ai autant descendu Groves. À l'inverse, par contre, Milan Fretin, c'est un peu le visage rayonnant de cette Cofidis qui lutte tant bien que mal pour son maintien en World Tour. C'est 3 victoires cette année, dont bah, quand même 2 sur des épreuves points pro, donc il s'est mesuré quand même à des bons sprinters, pas les meilleurs sprinters du monde. C'est ça qui me pose juste quelques interrogations à son propos, même s'il a quand même, je trouve, une sorte de performance référence en finissant 4ème sur le scale de Price. Il était vraiment là dans le sprint. Ça va être son premier grand tour à Milan Fretin, donc j'ai hâte de découvrir comment l'équipe Cofidis va retrouver un goût du sprint, si on peut dire ça comme ça. Il y a quand même une équipe qui est relativement tournée autour de lui quand même, avec les Pitalgart, les Oldani, l'Astra, je pense qu'il va rouler, mais bon, ça reste quand même un grimpeur plus. Donc j'ai hâte de voir, parce qu'il a une excellente pointe. J'aime beaucoup son explosivité en fait à Milan Fretin. Il passe vraiment bien les bosses pour le coup. La preuve hein, avec sa victoire sur le Tour du Limbourg. Et puis aussi sur la classique d'Almeria en tout début de saison. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va découvrir. Je pense pas qu'il sera un acteur sérieux par contre pour le Cyclamen, mais je le vois bien en claquer une, voire deux, et faire grand bien à cette Cofidis qui, sur le Giro quand même a toujours eu une histoire qui fonctionne plutôt pas mal. On s'en souvient l'année dernière avec la victoire de Benjamin Thomas, quoi. Qu'est-ce que t'en penses Pardon, vas-y. Ouais, en fait, en effet, il est très costaud en ce début de saison. Et pour le coup, ça va être une vraie attraction sur les sprints parce que, justement, c'est son premier grand tour. Donc, on sait pas trop comment il va être. J'ai l'impression que ça va être en fait double tranchant. Soit, en effet, il surfe sur sa dynamique, il peut peut-être aller en gagner une. Soit, il prend une claque et en fait, il se rend compte que courir une course de 3 semaines, c'est pas une course de 4 ou 5 jours comme il a l'habitude de le faire. Et voilà, je m'interroge sur sa capacité aussi de récupération. Et je pense que même lui ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Et en effet, sur les 3 victoires de cette année, je rebondis dessus parce que il gagne pas devant des coureurs incroyables. À la rigueur, il bat Meus sur un sprint, mais c'est à peu près la seule référence. C'est quand même Pedersen, Groves, d'autres sprinters qu'on va citer après. C'est quand même un autre niveau. Donc en fait, on est un peu dans l'inconnu sur comment il se jauge par rapport à ces sprinters-là. Et voilà, je pense que son inexpérience, le fait qu'il y ait une équipe quand même relativement faible avec lui, ça va pas l'aider. Bon voilà, en effet pour le Cyclamen, je pense que faut pas trop y penser. J'ai pas cherché la stat, mais à mon avis, ça doit pas arriver souvent un sprinter qui gagne un maillot de meilleur sprinter pour sa première participation à un grand tour. Mais voilà, je pense qu'il sera là, il sera présent dans le sprint, ça va faire des top 10, peut-être top 5, podium peut-être, et voilà, et victoire à la rigueur, mais pour moi, il lèvera pas forcément les bras. Enfin, en fait, ça va être une expérience pour lui, et je pense que le fait de découvrir, ça va peut-être l'empêcher aussi d'être vraiment performant complètement. On est rarement très fort pour un premier grand tour, sauf si on s'appelle Pogacar sur un Tour d'Espagne. Il est 7ème hein, sprinter mondial cette année. Et puis, je te trouve dur sur sa victoire en Algarve. Il bat pas que Jordi Meus, il bat Arnaud Delis, Biniam Girmay qui est quand même maillot vert du Tour l'année dernière, Mathis Mikkels qui fait
un excellent début de saison, ça le trouve dur. Ouais, mais entre deux, t'as Ghana. Donc bon, si Ghana arrive à faire 3, c'est que même Ah, si mais les Ghana en Botswana- Algarve, il était complètement fou. Ouais, ouais, ouais. Ghana, début de saison, il pouvait tout faire, je pense. Écoutez, mon avis c'est que Milan Fretin, voilà, ça va être une découverte, mais je le vois claquer une étape parce que il est très très fort depuis le début de l'année quand même, assez impressionnant. Donc ça va être assez décousu les sprints. Hein, il y a vraiment pas d'équipe. Quand je regarde les équipes, mine de rien, à part l'équipe Alpecin qui vient vraiment pour Caden Groves derrière les trains, c'est quand même pas ce qui est de plus impressionnant. Donc voilà, moi je le vois bien claquer son étape, mais alors évidemment aucune chance pour les cyclamen. Et puis voilà, je pense que claquer plus d'étapes, ce sera un trop gros pari, mais c'est vrai qu'il a été assez impressionnant. Donc, je te suis sur une victoire d'étape pour Milan Fritin, ce qui ferait beaucoup de bien à Cofidis, qui est en grande difficulté, en train de se faire fortement rattraper par l'équipe Astana dans la course au point. Moi rapidement, effectivement, je suis obligé d'en parler parce que c'est quand même le sprinter référence en termes de pointe de vitesse de ce Giro. Alors sa participation à l'heure actuelle, elle est pas encore confirmée, mais normalement il devrait être au départ. C'est Olaf Koy, Olaf Koy qui est quand même un sprinter là pour le coup de classe mondiale, hein, qui est peut-être juste derrière qui est peut-être au niveau d'un Philipsen, juste en termes de pointe de vitesse, juste derrière les deux monstres que sont Milan et Merlier, mais Olaf Koy, il va très très vite et surtout lui, c'est un sprinter qui gagne vraiment beaucoup de courses. Il en a encore vu cette année, vainqueur d'étape sur Tirreno Adriatico, deuxième de Kuurne Bruxelles, Kuurne, vainqueur sur le Tour d'Oman. Donc voilà, il était même là dans le peloton juste derrière les meilleurs sur Milan-San Remo. Donc c'est un super coureur, Olaf Koy, qui est encore très très jeune, hein, seulement 23 ans, mais voilà, l'année dernière, il a quand même gagné une belle étape, alors qu'il était malade au début de course, il me semble, sur le Giro, il gagne une belle étape, voilà, avant de devoir abandonner. Ouais. Mais c'est un sprinter qui a gagné 2 étapes sur Paris-Nice, c'est un sprinter référence aujourd'hui sur le World Tour Olaf Koy. Là où et si pour moi il venait avec vraiment les pleines possessions de ses moyens, une équipe dédiée, je me dirais il va enquiller lui pour le coup 3-4 victoires d'étape parce que c'est clairement le sprinter pour moi le plus rapide au départ. Derrière il y a beaucoup de bémols. Premièrement, on l'a quitté sur Gand-Wevelgem, Olaf Koy avec une fracture de la clavicule. Il devait faire le Grand Prix de Francfort il y a quelques jours. Finalement, son équipe s'est retirée. Donc voilà, on sait même pas s'il va être au départ. S'il est au départ, dans quelles conditions il va être. Alors, on sait que pour un sprinter, voilà, sur des étapes plutôt plates, ça peut quand même passer, mais rien de sûr là-dessus. On sait également qu'il est un petit peu dans la tourmente niveau contrat. On a annoncé que ce serait pratiquement fait le deal avec Decathlon AG2R pour les années futures. Donc, il va sûrement quitter dans tous les cas son équipe à la fin de l'année. Il a perdu, il faut le dire, à l'intersaison, ces 2 sprinters qui sont les frères Van Dijk qui ont rejoint Red Bull. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que Olaf Koy est peut-être plus forcément en odeur de sainteté chez la Visma. Et puis surtout, ce qui marchait avant, et je trouve qu'il y a encore 2 ans, je me souviens de son Tour de Grande-Bretagne avec son association avec Wout van Aert comme poisson pilote, c'était juste incroyable. Wout van Aert, il avait le meilleur lead-out du peloton. Franchement, derrière Olaf Koy, il avait qu'à terminer le travail. 2 ans plus tard, je dirais plus du tout que Wout van Aert c'est un des meilleurs poissons pilotes du monde. On le sait, il a perdu un peu de sa pointe de vitesse et surtout Wout van Aert, avec ses nombreuses chutes, c'est un coureur qui a plus forcément cette capacité à frotter et c'est là que j'ai un peu peur que Olaf Koy, si Wout van Aert peut pas jouer totalement ce rôle de poisson pilote, qui est pourtant, il a encore confirmé, hein, c'est le rôle qu'il aura sur les sprints massifs. Je suis un peu embêté sur ces différents points pour Olaf Koy, donc finalement, j'aurais dû le dire que c'était sprinter référence du Giro, même si je le voyais pas forcément gagner le cyclamen, mais je l'aurais bien vu claquer 3-4 étapes. Là, on arrive un petit peu dans l'inconnu, donc s'il est en forme, pour moi, c'est quand même le favori des sprints. Maintenant, il a quand même beaucoup d'éléments à sa décharge, donc c'est pour ça que je veux pas le citer plus haut que les autres et que je le mettrai pas plus haut que les autres parce que on arrive un peu dans l'inconnu avec pas mal d'éléments négatifs sur Olaf Koy. Dites-moi ce que vous en pensez. T'as complètement raison. En plus, au-delà de ça, dans son équipe, qui semble-t-il va être alignée sur le Giro, on peut s'interroger sur quasi tous les états de forme. Que Affini, qui est, je pense, censé faire partie clairement de son train de sprint, on sait absolument pas dans quelle forme il va arriver. Qu'il était vraiment pas bien sur la fin des Flandriennes. Dylan Van Baarle, le pauvre, avec toutes les blessures qu'il a enchaînées, on sait même pas dans quel état il est. Et puis Olaf Koy, ouais, si on regarde juste sur le papier, Olaf Koy regarde droit dans les yeux les 3 meilleurs sprinteurs du monde que sont Philipsen, Merlier et Jonathan Milan. Clairement, il a une pointe de vitesse, c'est
complètement dingue. Il l'a prouvé l'année dernière sur le Giro. Le sprint qu'il avait sorti dans l'étape de Trasaco sur Tirreno, le gars, il a une pointe de vitesse de fou furieux. Donc ouais, je pense que là où il y a le plus de tourmente, en effet, c'est pas tellement sur son état de forme, c'est sur ce qui sort en ce moment, parce qu'il y a énormément d'articles effectivement avec Decathlon AG2R, ce serait fait. En plus, il partirait pas tout seul a priori. Donc c'est surtout ça. Et dans quel état psychologique aussi va arriver Olaf Koy, parce que Olaf Koy, en fait, il a jamais vraiment eu d'équipe qui était dédiée pour lui. Je me souviens même, il y a encore quelques années, quand il participe à son Giro l'année dernière, c'est limite si on avait célébré, parce que parce qu'il est arrivé très jeune dans la World Tour. Olaf Koy, maintenant c'est déjà sa quatrième saison, sachant qu'il était déjà même en 2021. Ouais, c'est sa cinquième saison avec la Visma. Il a mis 4 ans à faire un grand tour. Donc Olaf Koy, en plus c'est difficile de revenir d'une fracture de la clavicule. Si on fait un parallèle avec un coureur qui en est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, Carlos Rodriguez, sur le Tour de Romandie, bon, c'était pas fameux. Je pense que je vais pas me faire des ennemis en disant ça. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Simon, mais Olaf Koy, ouais, c'est difficile à juger, quoi. Ouais, bah, je vais pas rajouter beaucoup de choses. Bah, en fait, pour être très honnête, je l'avais même mis dans mon équipe, dans ma première version de Cycling Fantasy. Et c'est vrai que là, en discutant, je pense que je vais l'enlever parce que il y a quand même beaucoup d'éléments contraires. Mais c'est sûr que quand t'as pas couru depuis un mois et demi, que t'arrives dans le peloton avec des mecs affamés qui sont bien préparés, je le vois mal performer au début. Alors, est-ce qu'il va monter en puissance au fur et à mesure? C'est une possibilité, mais d'un côté, je crois que il a jamais fini de grand tour, vu qu'il en a fait qu'un, il l'a abandonné. Donc est-ce qu'il est capable de terminer un grand tour, d'aller loin, d'être performant? C'est encore une interrogation. Après, bon, je pense que Van Aert peut quand même toujours bien l'emmener, mais c'est sûr que la préparation est pas optimale. Donc il sera présent dans les sprints, il va faire des petites places, peut-être des podiums, peut-être en claquer une, et encore, bon, c'est vrai que ça paraît un peu ambitieux. Mais oui, c'est sûr, pour le Cyclamen, c'est pas un concurrent vraiment très sérieux. Il sera là pour faire acte de présence et éventuellement pour faire une petite surprise. Mais c'est sûr que voilà, il n'arrive pas dans les meilleures conditions sur ce Tour d'Italie. Tout à fait. Et ben les gars, maintenant qu'on a fait un peu le tour des sprinters, je vous propose qu'on a chacun sélectionné une pépite, un mec qu'on va voir briller, qu'on n'attend pas forcément, mais qui va nous enflammer le Giro. Alors si vous voulez, je vais commencer, puisque moi je suis un peu toujours dans cette logique de sprinter, mais pas que, puisque moi j'ai sélectionné notre français, peut-être le français finalement sur qui j'ai le plus d'espoir de bien nous représenter sur ce Giro, c'est Paul Magnier, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, donc il est très très jeune. Paul Magnier, on le sait, on l'a vu l'année dernière, c'est un des très très grands espoirs du cyclisme français, sur un profil de sprinter puncher, on va dire. C'est un mec qui va vite sans être un pur sprinter, et c'est un mec également qui passe plutôt bien les bosses, on va dire. Alors effectivement, quand je parle de boss, je parle pas de col, mais je parle de boss, plutôt courte. Voilà, il a pas mal brillé depuis le début de saison, hein, mine de rien. Il a remporté une belle étape en boss, justement en puncher, devant quand même des mecs références comme Jordi Meus ou Arnaud Delis sur le tour l'étoile de Bessèges. Il fait deuxième de la Figueras Classique dans un groupe où il restait plus qu'une vingtaine de coureurs. Il fait surtout deuxième du Newsblad, franchement, à une demi-roue près de gagner sa première semi-classique belge à 20 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Et derrière ça, il a eu un mois de mars, on va pas se le cacher, assez compliqué. Il a 2 chutes sur Tirreno Adriatico. Derrière, il rechute encore sur les classiques. Donc voilà, Paul Magnier, malheureusement, il a connu également, et c'est l'apprentissage qui va avec, il a connu un mois de mars très compliqué à cause de chutes qui l'ont empêché de briller. Mais on l'a vu, hein, il était dans le groupe encore qui s'est joué la gagne. Il a fait un bon lead-out pour Tim Merlier là sur le Ganvevel Game. Donc voilà, c'est un coureur qui est jeune, à qui on a imposé un programme de course assez conséquent sur le début
début d'année qui lui a pas forcément permis d'enchaîner les victoires, comme ça a pu être le cas par exemple pour un Matthew Brennan qui lui à 19 ans a eu un programme de course parfait pour aller briller. Puis c'était surtout très fort aussi. Là, on a un Paul Magnier qui arrive sur ce Giro avec son lanceur qui lui a permis de gagner pas mal de courses l'an dernier, Luc Lamperti, qui est à peine plus d'un an de plus que lui. Donc, moi, Paul Magnier, je l'attends vraiment. Alors, pas sur les sprints massifs parce que voilà, je trouve qu'il est encore un peu jeune, que le placement c'est pas encore tip top, quoique, mais vraiment sur les étapes, il y a 2-3 étapes comme ça où le final sera un peu vallonné avec des petites côtes, je le vois vraiment bien briller. La première étape, je m'interroge vraiment parce que c'est pas non plus très très dur, voilà, c'est ouvert à beaucoup de profils. S'il y a un regroupement, Paul Magnier, on l'a bien vu sur une Bretagne classique l'année dernière, il finit deuxième sur des courses un peu difficiles, il est là, donc et je me dis, et si Paul Magnier pouvait aller nous chercher le premier maillot rose de ce Giro, je me l'interdis pas, donc voilà, je lui mets pas non plus d'obligation, mais je serais vraiment pas étonné que Paul Magnier arrive à tout simplement aller nous claquer une belle victoire d'étape sur un sprint, on va dire en petit comité, ou en tout cas au fond après un grand faux plat montant, voire une bosse. Et là vraiment où je me mets à rêver, c'est s'il gagne ce premier sprint du Giro, mais je me dis que c'est pas impossible. Est-ce que vous l'attendez comme moi, Paul Magnier, ou beaucoup moins? Ouais. Ouais, dans cette équipe alignée par la Soudal absolument honteuse pour entourer le futur vainqueur du Giro, mais je pense que Paul Magnier, ouais, il a sa carte à jouer parce qu'il passe vraiment très bien les bosses. Et puis il y aurait eu la même question l'année dernière entre Lamperti et Magnier. J'avoue que les deux, on avait l'impression qu'ils allaient un peu dans la même direction. Et puis au final, Lamperti a l'air de prendre plus une direction quand même de Flandrien. En tout cas, j'ai l'impression que la Soudal voudrait le développer comme ça. Alors que Magnier, j'ai l'impression qu'il prend plus la direction quand même d'un Merlier. D'ailleurs, c'est Merlier qui disait qu'ils avaient fait les stages hivernaux principalement tous les deux. Donc oui, en plus il a une explosivité qui est assez intéressante. Je pense que ça va être hyper intéressant. Il va pouvoir travailler son placement. Parce que c'est vrai que tu parlais du placement, je trouve que c'est pas tip top Paul Magnier, et c'est pour ça aussi qu'il y a quand même, toutes les chutes ne sont pas dues au placement, mais il y en a quand même qui sont dues à ça, et ça va vraiment être un Giro d'apprentissage. En claquer une, je pense pas, sauf si vraiment là ce serait prodige absolu et on lui donne la draisienne directe. Mais je pense plutôt j'aimerais le voir en tout cas régulier dans les top 5, les top 10, aller jouer des échappées, se tester. Et en tout cas, j'en attends pas non plus énormément parce que il est très jeune, mais j'aimerais en tout cas le voir figurer souvent, qu'il soit là dans les top 5, top 10 des sprints massifs, et puis aller claquer un petit podium d'étape dans une échappée, pourquoi pas. Après, s'il se retrouve dans un petit groupe, je pense que ce serait de loin le plus rapide, et puis ça lui fera prendre de l'expérience, comment on gagne dans une échappée, ces choses-là. Et puis le fait qu'il puisse s'appuyer sur un lead-out de Lamperti, ça par contre c'est vraiment top. Parce que au-delà de ça, ils sont très copains dans la vie, ils ont fait leur formation même en espoir ensemble, et quand des coureurs s'entendent bien, forcément ça marche beaucoup mieux. Moi, j'ai envie de dire, Titien, que tu n'as pas pris trop de risques sur la pépite. Tu vois, la pépite, elle était au milieu d'une place, d'une grande ville que tout le monde avait vu venir. Non, mais évidemment, je pense que c'est quand même un crack. Donc, évidemment qu'il sera à suivre sur ce Giro. Il l'a prouvé sur des courses de quand même plutôt haut niveau qu'il avait les moyens de faire de très bonnes places, voire de gagner. Voilà, bon, après sa forme récente en effet est pas très bonne avec les chutes qu'il a eues, donc je le vois mal aussi aller chercher une ou plusieurs étapes. Il y aura toujours un mec plus fort que lui, plus expérimenté, peut-être plus malin. Voilà, en effet, comme pour Fretin, c'est un premier grand tour, donc voilà, on sait pas trop comment il va gérer ça, comment il va gérer aussi la récupération. Est-ce qu'il va monter en puissance, ou au contraire, est-ce qu'il va pas réussir à trouver son rythme? Voilà, l'équipe est pas forcément non plus articulée autour de lui, donc c'est pas non plus, on va dire, un bonus. Donc voilà, sa première participation sera, je pense, dans tous les cas intéressante. Peut-être pas pour le spectateur, mais au moins pour lui. Mais oui, en effet, il y a des chances qu'on le voit beaucoup dans le top 10, peut-être top 5. Après, faire mieux qu'un top 5, même un podium, ça me semble un peu compliqué.
Donc en effet, les échappées, ça serait intéressant, mais est-ce que lui a envie de prendre les échappées? Je j'ai pas souvenir de lui partir en échappée. Peut-être que vous allez me trouver des exemples, mais est-ce qu'il a l'envie? Est-ce que son équipe va lui dire de partir en échappée? Je ne sais pas. Donc à voir. En effet, c'est un coureur qui sera de toute façon à suivre. Tout à fait. Alors les gars, on va essayer d'avancer Tant mieux. dans l'émission puisque on a dépassé une bonne heure 10 d'émission. Matt, t'avais une petite pépite côté équipe française, je crois. Ouais, tout à fait. C'est une pépite que je réutilise parce que j'en avais déjà parlé pour Tirreno Adriatico. Il m'a fait mentir en réalisant un horrible Tirreno mêlé d'une chute. C'est le Norvégien Johannes Tonmitet qui, pour le coup, là, il arrive vraiment en forme. Là, je le sens vraiment bien. Il a fait vraiment un joli tour de Romandie, un petit peu dans l'ombre, mais bon, il finit 12e au général. Ouais, bon résultat, hein. Et puis, c'est quand même relativement pas mal, hein. C'est un coureur qui, on le rappelle, revient de vraiment loin. Il a une année tellement galère l'année dernière à la Visma. À l'origine, ce coureur-là, enfin, on le mettait sur un piédestal de dingue. C'était déjà quand il arrive chez les pros, c'est le futur Vingegaard. Donc, et ça s'est très mal passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait qu'une année chez les pros à la Visma, et j'en attends vraiment beaucoup. Je pense que, en plus, cette équipe Decathlon, j'aime beaucoup le line-up. Il y a un peu de gars qui vont être autour de Sam Bennett, qui, c'est vrai d'ailleurs, on l'a pas vraiment mentionné dans les sprints, mais pourrait avoir son épingle à jouer. Et puis, je sais pas, j'aime bien cette line-up parce que je pense que Stone Mittet, il va vraiment pouvoir partir dans des échappées. Il a un profil assez polyvalent, il attaque, il est malin, et puis Decathlon, c'est rarement aussi une équipe qui, dans les échappées, envoie un gars comme ça tout seul se perdre. J'espère qu'ils vont réutiliser les stratégies qu'ils avaient fait avec brio l'année dernière sur leur superbe Giro, quand ils envoyaient plusieurs gars dans l'échappée, et bah, ça leur a ramené plusieurs victoires d'étape, dont la magnifique victoire de Andrea Vendrame. J'espère que par exemple le voir dans une échappée avec un stand de Wulf qui roule pour lui, et puis aller en claquer une. En tout cas, j'espère qu'il va se révéler enfin au grand jour, mon petit Norvégien qui va participer aussi là à son premier grand tour, et puis normalement ça pourrait lui réussir, hein, parce que Stone Mittet, je le rappelle, mais c'est un ancien vainqueur du Giro Next Gen. Bon, jusqu'à la semaine dernière, j'aurais dit que tu faisais fausse route en le mettant, mais c'est vrai que le Tour de Romandie, ça change la donne. Après, voilà, à voir dans quel rôle il va évoluer. J'espère, je pense, mais j'espère qu'ils vont pas lui dire ou que lui ne va pas vouloir jouer un top 15 ou un top 20 en général, et qui va vraiment s'amuser à aller chercher des étapes, des échappées. Voilà, petite interrogation sur la météo. Alors, je sais pas si c'était lié, mais sur Tirreno, il faisait un temps pourri et il n'a pas été bon. Donc, est-ce que sur le Giro, il fait un temps pourri, il ne le sera pas encore? Voilà, je sais pas si c'est un hasard ou non. On aura peut-être la réponse. Mais oui, ça peut être un cours intéressant qu'on va voir dans les échappées, même si, bon, je pense que ce sera un peu juste pour aller gagner des étapes. Il y aura toujours un mec plus fort pour le devancer, mais au moins, voilà, ça peut être une expérience enrichissante, et peut-être pour l'année prochaine commencer vraiment à jouer quelque chose. Rien de plus à dire. J'attends de le voir grandir effectivement, et j'espère juste qu'effectivement AG2R va pas avoir la magnificité de lui dire de viser un top 15. Ce serait un petit peu dommage parce que je pense que top 15, t'es assez invisible. Simon, toi aussi, t'as un coureur un petit peu qui va briller en montagne, je crois. Oui, alors moi, pour le coup, je le sors un petit peu de nulle part. En fait, le souci, c'est que autant pour l'animateur principal et le sprinter, j'ai hésité entre plusieurs coureurs, et là, c'est vrai que je me suis dit, j'avais pas trop d'idées, pas trop de noms à sortir. Et finalement, j'ai trouvé un mec qui a 26 ans, donc c'est pas non plus une pépite extrêmement jeune, mais qui pour moi peut enfin vraiment exploser aux yeux du grand public. C'est Jefferson Cepeda, donc le Jefferson Cepeda de IF, et pas celui Celui de la Movistar, qui lui, pour le qui coup, a empêché Thibaut Pinot de gagner il y a 2 ans, c'est ça? voilà, exactement. Exactement. Bah, donc voilà, donc Cepeda, qui pour le coup a jamais vraiment performé au très haut niveau. Donc pour le coup, il peut vraiment sortir de nulle part, mais il a quand même gagné le Tour de l'Ain l'année dernière. Donc c'est
une petite référence. Et surtout en 2023, il fait troisième d'une étape du Giro, donc derrière Rubio et Pinot. Donc il y a quand même de quoi se dire, allez, peut-être qu'il va nous faire quelque chose. Cette année, il a fait quelques places d'honneur, rien de très probant. Mais le Giro, c'est une course qui lui convient bien. C'est quand même déjà son 6e Giro, si je me trompe pas. Donc il a 26 ans. Pour le coup, il connaît bien la course. Je pense que du coup, il doit l'aimer s'il y participe tous les ans. Voilà, tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce Richard Carapace. Mais voilà, en fonction des scénarios de course, notamment sur les étapes de montagne, bah, je me dis qu'un équatorien de chez IF peut en cacher un autre. Matt. Ouais, en fait, Jefferson Cepeda, ouais, pourquoi pas sur une étape avec une échappée au long cours, le voir dans les derniers sur une arrivée au sommet, pourquoi pas. Après, de là à le voir jouer la victoire d'étape, pour moi, ça va être compliqué parce que dans son équipe, il y a beaucoup d'autres mecs que je vois pouvoir aller en claquer une, en tout cas dans des étapes de montagne. Si jamais Carapace joue pas ou joue plus le général, déjà pour moi il y aura lui, il y aura aussi Hugh Carty, il y aura James Cho et puis il y aura aussi Georg Steinhauser. Donc Cepeda, vraiment du mal à le voir pouvoir jouer sa carte. Mais bon, pourquoi pas? On sait jamais, le Giro, on sait, on n'est pas avare de surprises. Désolé Simon, moi j'ai du mal à y croire en CPDA. J'ai souvent l'impression qu'il est bon là sur les courses de prépa comme le Tour des Alpes et que il va payer les 2 semaines un peu plates où c'est 40 kilos. Je sais pas quel poids il fait. Bon, j'abuse un peu avec 40 kilos, mais en tout cas c'est le mec qu'on verra. On entendra son nom parce qu'il sera dans les échappées. Il ira loin en montagne, mais je pense que ce sera un petit peu juste pour aller chercher une étape, peut-être pourquoi pas, tenter le maillot de meilleur grimpeur. Mais alors là, il a un mauvais point, c'est qu'il descend malheureusement très 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 mal. Il y a beaucoup d'étapes pour baroudeur grimpeur qui arrivent après aussi une descente, donc ça peut être difficile pour Jefferson Cepeda. Les gars, si ça vous va, on va conclure l'émission puisqu'on en est à 1h20, donc voilà, c'était top, on a parlé plein de choses, mais on va essayer de conclure. Je vous envoie quelques fire bullets comme vous connaissez l'exercice et puis vous me dites si pour vous c'est oui ou c'est non. Est-ce que ça vous va? Ouais, parfait. On y va. Allez, on lance les fire bullets. On va commencer d'abord avec Filippo Zana. Est-ce qu'il va encore nous frustrer un Français comme il l'a fait avec Thibaut Pinot et il va remporter une belle victoire d'étape en échappée? Oui. Non. Okay. Moi, Il sera dans les échappées, mais il va pas gagner. Tout à fait. Taco Van der Horn, il va nous refaire des énormes solos. On est d'accord sur les 2 premières semaines? Wow. Pourquoi pas? Allez, oui. Ils ont pas grand monde chez Intermarché. On le verra dans les échappées faire des sourires à la caméra. Très bien. Jakob Fuglsang, est-ce que son nom sera prononcé pendant les 3 semaines du Giro? Bah, s'il est dans le groupe Eto, peut-être. Oui, pour dire qu'il a 40 ans cette année. C'est super. Ethan Hayter, ça va flopper? Non, bah, j'y crois ouais. énormément, Ethan Hayter. Oh. Ouais, moi aussi, je me dis pourquoi Oh. pas. Pourquoi pas. Oh, j'y crois pas du tout. Alors là, je n'y crois absolument pas. Oh, Mais... t'es dur. ça va être le réveil de Steven Kruijswijk. Ce sera vraiment lui, le leader de la Visma. Il va faire top 10. Alors là, non, là, Le pour réveil coup, à j'y la crois pas. cafétéria de l'hôtel, peut-être, mais non. Très bien, pourquoi pas. Rick Pluimers, ça va gagner une des 2-3 premières étapes. Ouais, il sera peut-être là, mais de là à gagner, je pense pas quand même. C'est bon. Ok. Et toi, Matt, Ok. alors, est-ce qu'il peut briller sur une des 3 premières étapes? À voir. En tout cas, Rick Plymers, pour moi, il fera top 3 d'une étape en général sur le Giro, pour sûr. Au moins 4 victoires d'étape pour Astana, une pour Pouls, une pour Scaroni, une pour Fortunato, une pour Canter. Peut-être pas 4 quand même. Peut-être pour Scaroni, ouais, j'y crois. Moi, je vois une d'Ulissi, une de Fortunato et une de Woodpulse. Bon, on n'est pas d'accord.
Ah, moi, Fortunato et Scaroni, à 400, ils sont tous les deux dans mon équipe Cycling Fantasy, hein, c'est sûr. Parce que, Moi aussi, j'ai hésité à mettre tout Astana. Vu le niveau Astana. Non, mais il faut prendre, si vous voulez briller à Cycling Fantasy, vous prenez Astana. Giulio Ciccone, il va repartir avec le maillot de meilleur grimpeur. Bah, j'ai peur qu'il joue le général. Giulio Ciccone va repartir avec un podium du Giro d'Italie. Oh! Oh! Non! Voilà, quoi. Ah ouais, il a une Ah cote, si, là. si. Oh, mais je vous l'annonce. Ah non, mais Giulio Ciccone, faut en parler Non. sa forme depuis un an à peu près, c'est complètement fou. Ah non, j'y crois. Et puis c'est amélioré partout. Alors je l'adore, hein, mais vu déjà deuxième comment- de Liège-Bastogne-Liège. Oui, hein, oui, monsieur mais Ciccone. très bon coureur de classique. Mais alors là, rien qu'à voir sa forme versus Storer sur le Tour des Alpes, bon, j'y crois pas du tout. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas grave. Il va se prendre 2 minutes sur chacun des chronos. Non, impossible. Ça, Impossible. c'est possible. Joshua Tarling, il va gagner au moins un des 2 chronos. Bah, j'espère. je l'ai J'espère, mis dans sinon mon c'est une équipe. faute professionnelle. Alors, le deuxième, il court et en plus, il y a une petite bosse, mais alors, il peut pas gagner, il peut pas perdre quand même le chrono de la deuxième semaine Non, qui est tout plat ce quand serait même. très grave. Hein. Ce serait effectivement une Et à faute. moins que Ayuso il nous sorte une perf atomique ou un fini qui serait. Georg Steinhauser, il est capable de nous refaire le coup de l'an dernier et aller chercher une victoire d'étape. Oui, et ce sera un Oui. grand animateur du maillot Azzurro. Oui, pourquoi pas. Oh. Matthias Vacek, dont il a failli gagner quand même le premier chrono du Tour d'Espagne l'année dernière. Il sera maillot rose après le deuxième jour. Non. Oh bah très bien, écoutez les gars, moi c'est une petite cote, je mettrai pas ma main à couper, mais pourquoi pas. Nicolas Prodhomme, avec son niveau, il va terminer top 15 du Giro. Franchement, j'y pense. Je te jure, très sérieusement, j'y pense. Ouais, moi, Je j'ai pense qu'il en hésité est avec, capable, Nicolas Prodhomme. avec Cepeda pour le mettre dans les petites pépites surprises, mais bon, je me suis dit quand même pas. Andrea Vendrame, s'il est au départ, c'est pas encore confirmé, mais il va forcément aller chercher une étape. Je pense pas. Oh. Non, moi je dirais pas cette année. Non, cette année, Ok. je Ouais. m'interdis. Ok. Est-ce qu'il y aura au moins un seul coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel dans le top 10 d'une des étapes du Giro? Oui. Oh, Ce tu sera me quittes Embret échappé. Svestat Bartheng. Je l'annonce. À tes souhaits. L'équipe Arkea, les gars, c'est horrible. C'est horrible la compo. Ouais. C'est Mais il y a vraiment- Alessandro c'est moche, Verret hein. qui prendra une échappée en chasse-patate Mais alors que y a ça pas fera de 60 sprinter, km qui sera c'est parti. Et honteux. moi, Je j'ai sais. hâte de voir ça. La chasse au point, là, tu sens que, mais en plus, c'est foutu pour Arkea, donc, non, c'est vraiment Oh, très, bah, très moche. Franchement, Arkea. c'est vraiment, non, moi, je peux pas Ils ont laisser envoyé passer tous ça. les jeunes C'est- et des vétérans. c'est Ils se sont très, dit, allez, très moche. allez, salut. Et enfin, ma dernière question. Est-ce que Luc Plap va enfin aller nous chercher un succès d'étape? Non. Non, Non, il est perdu toujours pas. cette année, non? Eh ben, toujours Luc pas, Plap, merci Luc, bah, allez. on t'aime, mais apparemment ça ne va pas fonctionner. Dernière question, parce que je la pose quand même. Romain Bardet va-t-il nous refaire le coup du Tour de France et aller chercher le maillot rose sur le premier jour de ce Giro? Non. Il va peut-être nous chercher non. une petite étape, à la rigueur. Ouais, une petite étape parce que je pense que ce sera pas lui le leader du général. Ok. Eh ben, merci beaucoup les gars. Je vais conclure parce que l'heure tourne, mais en tout cas, c'était une belle heure et demie. On a vu beaucoup de coureurs, beaucoup de coureurs qui vont pouvoir nous illuminer pendant ces 3 semaines. Et voilà, on a bien vu que Wout van Aert allait porter pendant très longtemps le maillot rose du Giro. On était bien tous d'accord là-dessus, donc c'est vraiment super. Non, je vous remercie Il en les gars. démord pas. C'était top. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, ça la fait remonter, donc ça nous donne de la visibilité, c'est super. Également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Radio Fringale. On continue à prendre des abonnés chaque semaine et ça nous fait super plaisir, donc merci beaucoup. Et enfin, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que notre but avant tout c'est de partager notre passion du vélo avec vous. Donc dites-nous pour qui vous allez suivre sur ce Giro, qui va briller sur ce Giro, qui va enflammer, va gagner plein d'étapes, va porter le maillot rose, etc. Dites-nous tout ça en commentaire. Merci Matt, merci Simon, merci à tous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt. Et en attendant, si vous allez rouler, pensez à vous alimenter parce que la fringale guette. Ciao ciao.
Salut tout le Allez, monde. ciao tout le monde et allez Mikel Landa. Hein.